Je vous l'avoue, Zelda est une saga qui me passionne énormément. Tous les jours, je bouquine Hyrule Historia, fais des recherches sur l'univers, car bon sang, je l'aime. Alors oui, la timeline Zelda est un réel débat. Nous en avons l'exemple encore aujourd'hui avec Breath of the Wild. Nintendo voulait créer des Zelda indépendants à chaque nouvelle histoire, et la timeline est un peu un bonus créé pour satisfaire les fans toujours en demande de plus de lore. On pourra dire ce qu'on veut, mais j'aime énormément cette timeline. Le fait que Nintendo n'ait jamais prévu de lier tous les jeux rend l'histoire mystérieuse comme une vraie légende. Ah bah dis donc, ça tombe bien. Et d'ailleurs, les créateurs jouent là-dessus, à l'interprétation propre du joueur. Et c'est justement là-dessus que nous allons théoriser. Cette vidéo est importante pour moi car j'aime vraiment Zelda, et je vous ai imaginé 3 théories totalement personnelles sur le lore de la licence. Restez jusqu'à la fin car j'ai une ou deux annonces à vous faire. Ah oui, mon grand ami Aerosef participe également à la vidéo. Étant lui-même aussi fan de la saga Zelda, je me devais de l'inviter, et puis il me semble qu'il prépare également des théories sur ce merveilleux univers. Allez, c'est parti! Pour commencer cette vidéo théorique sur le lore de la saga Zelda, j'aimerais vous parler de l'Ocarina du Temps. Effectivement, l'Ocarina est un artefact très important dans la famille d'Hyrule et fait son apparition dans Ocarina of Time. Il est donné par Zelda à Link lors de son enfance pour qu'il soit en lieu sûr et surtout car il servira à Link, le héros du temps, puisque Ganondorf souhaitait s'en emparer pour justement accéder aux Terres d'Or, soit le Saint Royaume où repose la Triforce. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. On sait comment a été construit l'Ocarina, c'est théorisé dans Hyrule Historia. Eh bien, cela ne va pas m'empêcher d'en parler tout de même. Pour ceux qui ne connaissent pas la théorie, souvenez-vous de Zelda Skyward Sword. Et plus exactement de la région de l'Anel. À travers cette région devenue très désertique, vous pourrez jouer à revenir dans le temps grâce à ce qu'on appelle des chronolithes, des sortes de gros cristaux que si Link frappe, permettent d'alterner entre présent et passé. Et bien justement, l'Ocarina du Temps serait forgée à partir de ces cristaux, nous le remarquons de par leur couleur bleue et le fait de pouvoir retourner dans le temps grâce à l'Ocarina. Mais c'est tout ce que suppose Hyrule Historia, moi j'ai envie d'aller plus loin. Qui a créé l'Ocarina et pourquoi a-t-il été créé? Nous savons que l'Ocarina possède des pouvoirs magiques. Il permet à son utilisateur, soit Link, de se téléporter grâce à des chants, de manipuler le temps et surtout d'ouvrir la porte du Saint Royaume. Et bien personnellement, je supposerais que l'Ocarina ait été fabriqué par Roru, à l'aide du peuple Sheikah. Pour rappel, la Triforce suite à l'histoire de Skyward Sword a suscité l'intérêt de beaucoup de personnes, allant jusqu'à créer des guerres pour conquérir le pouvoir divin. Raoru prit donc les devants et fonda le Saint Royaume pour justement protéger ce pouvoir divin et que personne ne puisse s'emparer de la Triforce dans les Terres d'Or. Le Temple du Temps fut donc fondé et serait sur l'emplacement du Temple du Sceau, là où Impa reposait et surveillait le piédestal gardant prisonnier l'avatar du néant. Bref. Roru est le sage de la lumière et est un pilier fondateur pour Hyrule. Ce dernier savait forcément pour la malédiction lancée par l'avatar du néant, comme quoi son retour ne serait qu'une question de temps, et donc qu'un nouvel élu existerait pour le contrer. Ce serait pourquoi il créa l'Ocarina, permettant à l'élu de pouvoir accéder au Saint Royaume et Excalibur, l'épée de légende en temps voulu. Et nous avons le cas avec Ocarina of Time. Ganondorf, seigneur du malin, roi des voleurs, est la première réincarnation de l'avatar du néant depuis Skyward Sword. Et c'est pourquoi l'Ocarina devient donc important à ce moment précis. Si on s'inspire d'Hyrule Historia et de tout ce que je viens de dire, l'Ocarina existerait depuis la fin de Skyward Sword, fabriqué par Roru et le peuple Sheikah. Mais d'ailleurs, pourquoi des Sheikah? Je vous rappelle que le peuple de l'ombre, soit les Sheikah, est un peuple au service de la déesse Hylia, possédant une technologie très développée ainsi que des pouvoirs magiques. Il suffit juste de voir le monocle de vérité, les créatures divines, la tablette Sheikah, les gardiens, bref, j'en passe et des meilleurs. Le peuple Sheikah est, on va dire, les ingénieurs d'Hyrule. Il est quasiment obvious qu'ils aient construit l'Ocarina en compagnie de Roru. Preuve avec les pouvoirs de l'Ocarina, ce dernier ne permet pas simplement de voyager dans le temps, mais de changer le jour et la nuit, faire tomber la pluie, se téléporter, des pouvoirs qui ont déjà été possibles de voir grâce à la technologie Sheikah.
L'Ocarina ferait donc partie de la famille depuis des générations et des générations, pour que le jour où le héros du temps apparaîtra, ce dernier puisse sauver Hyrule. Ganon le fléau. Si l'on en croit ce qu'on raconte, il est né de notre peuple lui aussi. Voilà pourquoi nous allons l'affronter de toutes nos forces, toi et moi. Il le faut, pour l'honneur de la tribu Gerudo. Attends seulement que je le tienne à ma merci. Sachez que je suis très fier de vous présenter cette seconde théorie 100% personnelle et imaginée par moi-même. Allez, c'est parti. Commençons par installer le contexte. Dans Ocarina of Time, l'opus Zelda fondateur de quasiment toute la timeline, nous avons la présence du peuple des Gerudo, un peuple 100% composé de femmes guerrières, cependant une fois tous les 100 ans, un mâle Gerudo naît et devint automatiquement roi de ce peuple. Et c'est justement ce qui s'est passé avec Ganondorf, il est un des rares mâles Gerudo à naître tous les 100 ans, et finit donc par prendre le pouvoir automatiquement. Mais, comme vous le savez, Ganondorf est le seigneur du malin, et la réincarnation de l'avatar du néant. Ce dernier réussit à s'introduire dans les terres d'or, et donc le Saint Royaume, grâce à Link, et prit possession de la Triforce de la Force, n'ayant pas un cœur assez pur pour pouvoir s'emparer des 3 morceaux. Ganondorf a donc réduit Hyrule dans le chaos, et gouverna pendant 7 longues années. Ganondorf est le mal incarné, et est de la race des Gerudo. Retenez bien ceci. Suite à ces longues années, Link, qui était auparavant trop jeune, parvint à défaire le Seigneur du Malin et l'enfermer grâce à l'aide des 7 sages. Link est donc renvoyé dans le passé grâce à Zelda et à l'Ocarina of Time pour revivre son enfance et alerter Zelda et le roi d'Hyrule des intentions de Ganondorf à l'égard du royaume. Nous arrivons donc maintenant à Majora's Mask, mais inintéressant dans la théorie puisque l'histoire se passe à Termina, une dimension parallèle. Mais en continuant dans la timeline de l'enfant, nous arrivons à Twilight Princess, le Zelda clé. Le temps a passé et le royaume d'Hyrule a continué de perpétuer normalement et n'a donc jamais sombré dans le chaos. Ganondorf fut arrêté à temps. Ce qu'il faut absolument noter est que dans Twilight Princess, les Gerudo ont disparu. Ils sont 100% absents du jeu. Mais d'ailleurs, pourquoi ça? Eh bien c'est très simple. Tout d'abord, il faut savoir que le peuple Hylian s'est étendu suite aux événements d'Ocarina of Time, et ce jusqu'au désert de Gerudo. Ces derniers ont bâti à l'emplacement du Temple de l'Esprit la Tour du Jugement, un endroit où reposent les 7 sages. Sages qui ne sont pas les mêmes que ceux d'Ocarina of Time, je le précise, puisque Link n'a pas eu besoin de réveiller ceux d'Ocarina of Time pour arrêter Ganondorf. Nous sommes donc en compagnie de sages Hylians, et cela va approuver encore plus la théorie, vous allez comprendre. La Tour du Jugement ne sert pas seulement d'endroit où reposent les sages, au contraire. Ces derniers sont ici pour juger les ennemis d'Hyrule et exécuter ces derniers ou les bannir dans leur royaume du crépuscule. L'exemple le plus pertinent est l'exécution de Ganondorf qui a très mal tourné, car grâce au pouvoir de la Triforce de la Force, ce dernier a pu défaire le sage de l'eau et fut donc banni in extremis dans le royaume du crépuscule. Maintenant, rappelez-vous d'Ocarina of Time et plus particulièrement du Temple de l'Ombre. Cet endroit effrayant abrite la sanglante histoire d'Hyrule, pleine de cupidité et de haine. La famille royale d'Hyrule et son peuple n'ont pas toujours été tout roses, la preuve en est, ce temple abrite la souffrance, la torture et les exécutions. Nous en avons l'exemple avec l'histoire du tristement célèbre Bongo Bongo, le Sheikah créateur du monocle de vérité qui fut torturé et détruit, revenu finalement en tant que monstre de l'ombre. Eh bien, dans Twilight Princess, c'est exactement pareil. Les Gerudo auraient été persécutés et chassés par les Hylians qui se sont appropriés leur territoire, et qui ont bâti sur ce dernier la Tour du Jugement, endroit de leur mort et ou bannissement dans le royaume des ombres. C'est très simple à comprendre pourquoi. Ganondorf, la réincarnation du mal, est un Gerudo, peuple qui a d'ailleurs été les ennemis du royaume lors de la guerre d'unification, et qui a de plus trahi la trêve de paix et l'allégeance envers le roi d'Hyrule. Afin d'éviter un potentiel retour, et accessoirement se venger, ce peuple aurait été détruit par les Hylians pour éviter une catastrophe. La Tour du Jugement est composée de centaines de sacs d'os, stalfos ou autres morts vivants. Cet endroit est le nouveau temple de l'ombre, métaphoriquement parlant.
Mais certains Gerudo auraient réussi à échapper à ce massacre et seraient revenus dans Force Words Adventures. Néanmoins, anecdote marrante, nous sommes dans Breath of the Wild en compagnie d'un homme Gerudo travesti qui nous transmettra un accoutrement permettant d'intégrer la cité Gerudo. Alors oui, apparemment ce serait vraiment une femme Gerudo, mais je n'y crois pas du tout. L'homme Gerudo qui naît tous les 100 ans est censé devenir roi du peuple, mais ce dernier fut banni. Comme quoi, même dans Breath of the Wild, les craintes d'un nouveau Ganondorf existent toujours. Je vois cette seule explication. Enfin, Humbaba serait d'ailleurs le squelette de Volcania. Enfin, ça reste une théorie, le monstre du temple du feu. Ce dernier est un mangeur de Goron, mais a pu être utilisé dans la tour du jugement justement pour exécuter des ennemis d'Hyrule. Ici repose l'histoire sanglante d'Hyrule, pleine de cupidité et de haine. Le temple de l'ombre n'était en fait qu'un préquel. Quand je parle de Zelda, j'évite toujours de trop parler de la timeline de l'adulte, car, honte à moi, je n'ai jamais fait Wind Waker, et c'est probablement l'un des Zelda que je maîtrise le moins. Mais nous allons y remédier aujourd'hui, avec une autre théorie personnelle que je vous ai imaginée. Tout d'abord, j'aimerais qu'on mette les choses au clair car cette théorie est plus folle que les deux premières. J'aimerais donc déjà que l'on exclue Breath of the Wild, qui serait supposé être la fin de n'importe quelle timeline. Enfin, on ne sait pas vraiment. Nintendo ne souhaite pas réellement l'intégrer à la timeline, donc nous allons l'écarter, et nous en reparlerons dans une prochaine vidéo, car j'ai une surprise à vous annoncer à la fin. Bref, revenons au sujet. Dans la timeline de l'adulte, nous sommes dans la partie où le présent a continué de perdurer bien que Link soit remonté dans le temps grâce à Zelda et à l'Ocarina du Temps. Et donc, dans cette partie, Link n'est plus, et donc plus de héros pour défendre Hyrule d'une nouvelle menace. Ganondorf revient mettre un sacré bazar, les déesses prennent alors la décision de noyer Hyrule pour, entre guillemets, reset le monde et nous arrivons à Wind Waker, sauf que suite à ces terres sans héros, Ganondorf revient encore une fois, mais sera finalement défait au final par un nouveau héros. Nous arrivons donc à Phantom Hourglass, suite directe de Wind Waker. Mais tout comme la théorie précédente avec Majora's Mask, ce Zelda n'affecte en rien la théorie, car il se passe dans une autre dimension. Enfin donc, nous arrivons à Spirit Tracks. Tetra et Link, suite à Wind Waker et Phantom Hourglass, ont décidé de voyager à travers les mers pour trouver de nouvelles terres, et c'est donc le cas avec Spirit Tracks, où ils formeront le communément appelé Nouvelle Hyrule. Cette terre était déjà bien habitée avant leur arrivée, avec le peuple d'Esquimaux, Gorons ou encore les Lokomos par exemple. Et ces nouvelles terres semblaient déjà être prises d'un certain mal, bien avant l'arrivée de nos héros. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot. Pour moi, théoriquement, Malar serait la dernière réincarnation de l'avatar du néant connu dans cette branche. Tout d'abord, Ganondorf a été tué dans Wind Waker et noyé avec tout le reste du royaume d'Hyrule. Il est vrai que cela fait débat, mais Ganondorf n'a plus de raison d'exister actuellement. Néanmoins, la malédiction lancée par l'avatar du néant est toujours d'actualité, et le restera à jamais. Donc le monde sera toujours sous la menace constante d'un potentiel retour du mal. Ensuite, attaquons-nous aux similitudes entre Malar et Ganondorf. Inutile de faire un dessin concernant la forme de cochon entre les deux antagonistes. Ces deux derniers se font également appeler Roi Démon. Le combat final de Spirit Tracks ressemble énormément à celui de TP. Malar prend tout d'abord le contrôle de Zelda comme le fit Ganondorf dans une autre timeline. Il faut lui renvoyer également des projectiles et le battre avec des flèches et ou arcs de lumière. Similitudes qu'on ne retrouve pas face à Bellum, Vaati ou encore le masque de Majora par exemple. Pour continuer, un détail éclaircit encore plus cette question. C'est qu'un nouvel élu est né à l'aube du retour du mal. À l'exception de Vaati qui perturbe cet argument, les héros élus des déesses naissent quand le mal réapparaît dû à la malédiction de l'avatar du néant. Argument qui pourrait potentiellement accentuer cette théorie. Phantom Hourglass ou encore Majora's Mask sont des continuités intégrant le même Link que l'histoire qui les précède.
Bref. Il faut également mentionner la question du temps. Spirit Tracks se situe un siècle après Wind Waker, un nouveau Hyrule est bâti, une nouvelle civilisation d'Hylia, un monde totalement différent du Hyrule d'origine. Les Gerudos sont une fois de plus absents et ont disparu. Si Maladus est une réincarnation de l'Avatar, il a dû s'habituer à ce nouvel environnement, ce nouveau monde. Il a dû évoluer, d'où le fait qu'il n'est pas un Gerudo. Ah, je sais pas si vous me suivez. Néanmoins, le problème du temps et du manque de background perturbe un petit peu la théorie. Car oui, le laps de temps entre les 3 jeux est court. Et apparemment, Maladus est déjà apparu il y a longtemps. Alors, est-ce que l'avatar du néant peut créer plusieurs réincarnations? Je ne pense pas vraiment. De plus, l'épée de légende est restée sur la tête de Ganondorf dans Wind Waker, mais l'épée des Lokomo pourrait bien la remplacer, s'ils sont des élus des déesses. Le monde a évolué et a changé. Tout peut largement nous laisser croire que Malar est une réincarnation de l'Avatar. Peu d'arguments le contre et j'aime beaucoup cette idée. Bien que cela casse énormément les codes de la franchise, mais n'oubliez pas que le Hyrule de Spirit Tracks n'est pas le même que celui des autres Zelda. Cette branche de la timeline a dû évoluer et a donc changé. Passons maintenant à la facecam. Je suis un réel fan de la saga Zelda et je suis vraiment à fond dessus. Je suis fier de vous l'annoncer, après énormément de demandes, une série de 5 vidéos va arriver sur la chaîne, vous expliquant la timeline Zelda officielle. J'aime beaucoup raconter des histoires sur YouTube, et celle de Zelda me passionne énormément. Et puis vous me l'avez énormément demandé, il y a déjà maintenant plus d'1 an. J'ai réellement envie de voir ce que ça peut donner, et de voir vos retours. Ça va être quelque chose d'assez inédit sur la chaîne après tout. Je suis vraiment un passionné de lore dans la pop culture, et si ça vous plaît du coup, pourquoi pas continuer? Bref, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est très important pour moi, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter. Vous pouvez également me soutenir en regardant quelques pubs sur Utip, et j'aimerais remercier Aerosep de sa participation dans la vidéo. Il a d'ailleurs fait une vidéo sur Majora's Mask qui est vraiment... Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir, et puis il va sortir d'autres théories sur Zelda. Allez, c'était Targorok, et que le Lionheart soit avec vous.